Voici Professeur Bubule pour vous accueillir ce soir pour la première foire aux questions. Ravi que vous soyez là. On va essayer de répondre à un maximum de questions sur le lore qui viennent directement de vous. Les lunettes ajoutent un charisme légendaire. Merci, merci. Who's your daddy? Et merci beaucoup pour ton abonnement Prime à Aikukaou. Je ne sais pas si je prononce ça correctement, mais on va dire que oui. Donc j'explique le principe. Les gens me posent des questions. Avec toutes les vidéos que je fais sur le lore, à chaque fois il y a des gens qui posent des questions dans les commentaires. J'ai pas forcément l'occasion de répondre à toutes les questions. Du coup, je me suis dit qu'une fois par semaine, j'allais faire un live d'une petite demi-heure comme ça pour répondre aux questions des gens directement, du genre et si jamais Atrox il faisait ceci, ou si jamais Shen rencontrait un tel, qu'est-ce qui se passerait, etc., etc. Est-ce que je pense que ceci, est-ce que je pense que cela, pour donner mon avis d'expert autoproclamé du lore. Et comme ça me permet de répondre aux questions des gens directement. Et je vais également envoyer ça sur YouTube sous un format foire aux questions. Bubule répond à toutes vos questions, etc. etc. Donc on va aller dans l'ordre. Je vais ouvrir mon client LOL pour avoir quand même un petit support visuel quand on parle des champions, tout ça. Je vais vous afficher quelques petites images pendant qu'on y est. Première question que je vois, c'est: est-ce que les dates que tu nous donnes dans tes vidéos sont toutes basées sur le calendrier noxien? La réponse est oui. Le seul calendrier qu'on connaisse en fait dans le lore, c'est le calendrier noxien qui nous vient de... je vous l'affiche à l'écran. Voilà, il est là. Timeline of Runeterra, ça nous vient de ce livre. Donc Realms of Runeterra, qui n'est apparemment pas disponible en français. C'est le calendrier noxien. L'an 0, c'est considéré la fondation de Noxus. Et donc du coup, les autres dates, donc celle qu'il y a dans ma vidéo à propos de la timeline de Runeterra, qui est vachement bien si vous ne l'avez pas encore vu, où on parle de moins 9000 et on va jusqu'à 989, où Jericho Swain prend le contrôle de Noxus. Maintenant, c'est un petit peu plus tard, on en est à peu près à l'an 1000, là. Je crois qu'on est à 998 ou 999 dans le calendrier, probablement. Peut-être qu'on a dépassé le 1000, je ne sais pas. Donc voilà, c'est bien le calendrier noxien que j'utilise. Qui sont, selon toi, les deux champions les moins puissants du lore et comment le deuxième pourrait vaincre le premier? Alors, j'avais déjà fait une tier list de la puissance, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est là. Et j'avais dit que le moins puissant du lore, c'était Yuumi, puisque c'est littéralement un chat qui parle. En gros, c'est un chat qui parle. Tout ce qu'elle a de magique vient de son bouquin, Grimoire. Et Grimoire, la puissance de Grimoire est incontestable. Mais Yuumi, en soi, c'est juste un chat qui se promène à dos de Grimoire. Voilà. Après, d'un point de vue puissance... Dans la même catégorie sur ma tier list, j'avais mis Ivern et Soraka, mais c'est parce que ce sont des personnes qui ne sont pas belliqueuses, qui ne se battraient pas. Mais en termes de puissance, Ivern et Soraka ont quand même énormément de puissance. En termes de puissance, je mettrais probablement à un humain, n'importe quel humain, en fait. Genre, tu prends Caitlyn ou Miss Fortune. Caitlyn, Miss Fortune, sans leurs armes, ça reste des humains quelconques, donc du coup comment est-ce que Caitlyn pourrait battre Yuumi? Bah en tirant une balle dessus. Voilà. Quand je parle des transfigurés, tu mets un skin de Atrox bleu et doré, c'est Atrox avant qu'il devienne Darkin? Non. Alors ça c'est une question très intéressante, c'est vrai que j'utilise souvent ce skin, je vais le ressortir, attendez. Atrox, c'est le skin Justicar Atrox, il est là, je vous l'affiche, il est là, voilà, ce skin là, c'est une skin line en fait. Justicar Atrox, c'est pas un skin canon, mais c'est le skin qui, selon moi, représente, donne plus une allure de transfiguré que son allure Darkin. En vérité, on ne sait pas à quoi ressemblait Atrox quand il était un transfiguré. D'après ses voice lines et d'après son histoire, il essaye de donner forme à son corps pour qu'il ressemble à ce à quoi il ressemblait autrefois. Genre, il essaye de former son corps en le modifiant grâce à sa magie Darkin, en absorbant les corps d'êtres mortels pour ressembler plus ou moins
à son ancienne apparence. Donc potentiellement, ça peut être quelque chose de plus ou moins semblable, mais c'est, à mon avis, c'est quand même loin de la glorieuse créature céleste qu'il était avant, en fait. J'utilise cette image parce que c'est celle qui ressemble le plus selon moi, mais et c'est juste une aide visuelle, mais c'est pas vraiment de Riot. À aucun moment ils ont dit ça, c'est Atrox en tant que transfiguré. Voilà. Je vais raconter l'histoire qu'il y a entre Shen et Z. Alors ça c'est un petit peu long. Il y a une BD par contre. Il y a une bande dessinée, la bande dessinée Z, tu peux aller la regarder, elle est très intéressante. Est-ce que Kindred peut théoriquement se faire tuer? Oui. En théorie, oui. Kindred, c'est la représentation... Enfin, après, là, c'est pas des trucs qui sont écrits dans le marbre selon Riot. Là, c'est plus mon avis personnel. Si Kindred, c'est la représentation de la mort à Runeterra. Si tout le monde meurt à Runeterra et qu'il n'y a plus personne de vivant, il n'y a plus de mort, et donc du coup Kindred ne sert plus à rien, Kindred n'existe plus, et à ce moment-là, disparaît. C'est le rapace des âmes qui s'occuperait de récupérer Kindred, ou alors loup tue agneau, agneau tue loup, quelque chose comme ça, une espèce de truc à la Macbeth. C'est Macbeth? Ouais, c'est ça, c'est Macbeth où il y a tout le monde qui meurt à la fin. Macbeth de Shakespeare, que je n'ai pas lu, mais que je connais la fin, désolé pour le spoiler. Tout le monde meurt à la fin. Valar Morghulis, comme ils disent dans Game of Thrones, et une fois que tout le monde est mort, et ben, les représentations de la mort n'existent plus, donc techniquement, Kindred peut mourir. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Et le Aetherfiend, ou le rapace des âmes, est une créature qui est censée récolter les âmes des êtres qui ont été oubliés, et s'il n'y a plus personne pour vénérer Kindred ou quoi, plus personne qui ne croit en elle ou qui ne sait qu'elle existe, et ben forcément elle disparaît et elle se fait oublier. On peut dire que Sejuani n'est rien sans son arme et que Sejuani c'est pas son arme. Oui, non mais enfin, Sejuani, ça reste quand même une sublimée qui sait se battre très 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 bien. Hein. Elle a des pouvoirs magiques, Sejuani. C'est pour ça que Sejuani est quand même plus forte qu'un chat. Même, enfin, le truc c'est que Grimoire n'est pas une arme. Grimoire c'est une entité à part entière. Grimoire a une conscience propre. C'est pour ça que je sépare Yuumi et Grimoire. Parce que Grimoire a une conscience propre. C'est un objet, mais c'est un objet vivant. C'est pas comme, je sais pas, mon gobelet. Mon gobelet n'a pas une conscience. Mon gobelet ne sait pas se balader tout seul, ne sait pas... genre, mon bouquin sur le lore, là, si jamais je le pose sur la table, il va rester sur la table. Grimoire, lui, il peut aller où il veut, il peut faire ce qu'il veut, et il décide d'agir ou pas quand, justement, Yuumi, elle est en danger. Si Grimoire décide, bah en fait, j'ai pas envie de t'aider, Yuumi, bah Yuumi se ferait éclater. C'est Grimoire qui décide ce que fait Grimoire. C'est pas Yuumi qui utilise Grimoire avec sa volonté à elle. Pour ça. Excellente question que je vois de la part de Le Petit Kuro. Comment la Rose Noire a-t-elle fait pour prendre le contrôle de Noxus dans les ombres, évidemment? Alors, la Rose Noire, le nom de la Rose Noire vient d'une alliance qui a été faite entre Leblanc et Vladimir au moment où ils ont décidé de s'allier pour s'attaquer à Mordekaiser, qui était à cette époque-là encore régnant sur son empire qui ne s'appelait pas l'Empire Noxien, c'était juste l'Empire du Revenant de Fer. Et Leblanc est allé chercher de l'aide. Leblanc, qui faisait partie du cercle fermé, du cercle très proche de Mordekaiser, voulait le trahir, voulait le tuer, se débarrasser de lui parce qu'il était trop puissant et qu'elle avait envie de prendre le pouvoir à sa place, et est allé se chercher un allié auprès de Vladimir sur la côte est de Noxus actuel. Et quand ils ont fait un rituel de magie sombre tellement infect, tellement obscur, que les roses dehors ont fané et ils sont devenus noirs, d'où le nom de la Rose Noire en fait. Et de cette alliance, ils ont réussi à renverser Mordekaiser et à le bannir du monde matériel. Et à partir de ce moment-là, ils ont pris le contrôle en manipulant, en décidant qui allait être le nouveau dirigeant, en manipulant, en utilisant leur magie pour chuchoter à l'oreille des dirigeants, tout ça.
et globalement orienter l'Empire dans la direction qu'il le souhaitait. Dernier exemple en date, l'empereur Boram Darkwill, c'est Leblanc qui l'a convaincu de faire son expansion de territoire vers Ionia. Elle l'a convaincu qu'à Ionia, il trouverait un remède contre la mort, un moyen d'éviter de mourir. Et Boram Darkwill avait très peur de la mort, et donc du coup, il a écouté Leblanc et il a envoyé son armée à Ionia. Voilà. C'est quoi la relation entre Zeri et Echo? Alors, je viens d'être honnête, je n'ai pas lu l'histoire secondaire de Zeri, qui est là, qui s'appelle L'étincelle inattendue. C'est un onglet ouvert sur mon PC depuis un long moment. C'est pas une histoire très très longue. Je sais pas si Echo est dedans. Echo, il est dedans. Voilà. Donc du coup, ils se sont rencontrés. Visiblement. Zeri, elle s'attaque aux installations et factories. Comment on dit factories en français? Usines. Les usines. Zeri s'attaque aux usines et aux installations des différents barons de la chimie à travers zone. Et elle est tellement casse-couille pour les barons de la chimie que pour la première fois, les barons de la chimie ont fait une alliance pour se protéger de Zeri et pour la retrouver et se débarrasser d'elle. Les barons de la chimie, en général, ils se fightent pas mal. Et là, ils ont carrément fait une alliance parce qu'elle est tellement chiante et qu'elle leur coûte tellement d'argent qu'ils se sont alliés pour s'attaquer à Zeri. Et donc, dans l'histoire, dans la color story, l'étincelle inattendue de Zeri, en s'attaquant à une de leurs usines, elle fait connaissance avec Echo. Donc j'imagine qu'elle le sauve. J'ai pas encore eu l'occasion de lire cette histoire, mais elle le sauve parce qu'il y a des gros durs qui sont en train de pourchasser Echo, comme on voit souvent dans les cinématiques. Et elle le sauve et du coup ils font connaissance et j'imagine que par la suite ils deviennent amis, puisqu'ils ont un petit peu le même but. Un petit peu. Zeri, elle est plus genre anti baron de la chimie, alors que Echo, il essaie juste de vivre sa vie, quoi. Comment les tacticiens de TFT se placent dans le lore? Alors les tacticiens, ça dépend lesquels. Il y a les Silverwing par exemple, ils sont canons. Je vous trouve une image. Ça c'est les Silverwing, c'est des espèces de griffons énormes, donc griffons d'argent littéralement. Il y en a d'autres, et donc il y a des cavaliers qui les utilisent. Dans TFT c'est des petits machins. Honnêtement, les tacticiens de TFT, ils sont pas vraiment... Ils sont loin d'être canons tous. J'imagine qu'il y en a qui peuvent être canons dans le lore, mais d'autres non. Est-ce qu'on a déjà entendu parler de Xolani par les cinématiques voiceline où on a commencé à la connaître avec Legends of Runeterra? Non, Xolani, elle existait dans le lore avant Legends of Runeterra par la ville de Xolan. Donc il y a une petite histoire qui est sorti à propos d'une ville qui s'appelle la ville de Xolan à Shurima, où il y avait une statue d'une transfigurée à la beauté divine, qui était autrefois une sublime guérisseuse, et était adorée de tous. Et c'était Xolani, d'où le nom de la ville de Xolan. Et en fait, il y avait une énorme statue qui avait été érigée pour elle, sauf que la tête de la statue s'était fait casser. C'est la statue qu'on voit dans la cinématique The Call, avec il y a Talia qui l'a fait tomber. Quand elles arrivent à Xolan, c'est là. Voilà, donc du coup ça c'est l'énorme statue de Xolani, sauf que là, paf, on voit plus sa tête. Et l'hypothèse c'est que cette grande balafre là, ce serait un coup d'épée d'Atrox pendant la guerre des Darkin, parce que Xolani et Atrox, ils étaient tous les deux, comment on appelle ça, Némésis, et il aurait mis un grand coup d'épée sur sa statue parce qu'il était en colère après elle. Voilà, ça c'est l'hypothèse, ça n'a pas été confirmé. Mais en gros, il y a une histoire à propos de cette ville qui est sortie avant cette cinématique, puis il y a eu cette cinématique, puis après il y a Xolani qui est sortie dans Legends of Runeterra. D'ailleurs, elle existait aussi sur la carte de Bard. Avant même qu'elle sorte, la carte de Bard, on la voit ici. Ici, la carte de Bard qui est sortie bien avant Xolani, on voit Xolani ici. Donc ça, c'est un petit easter egg de Xolani avant qu'elle ne sorte sur Legends of Runeterra. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Et après, elle est sortie, et maintenant, Naafiri, elle a une voice line où elle parle justement de Xolani.
J'ai pas compris le lore de Varus, pourquoi il a 2 détenteurs. Je t'invite à regarder la cinématique As We Fall. Je te mets le lien. Ça, c'est la cinématique de pourquoi il a 2 détenteurs. Il y a 2 personnes qui sont contenues à l'intérieur de lui, en fait. C'est Kai et Valmar. Ils sont tous les deux tombés dans le puits où était cachée l'arme d'Arkin contenant Varus. Et il a fusionné avec eux. Et à la place d'arriver à prendre le contrôle d'un corps ou des 2 corps, il n'a pas tout à fait réussi à prendre le contrôle parce que Kai et Valmar, ils étaient amoureux et leur amour est un petit peu counter la corruption de l'esprit de Varus. Et il a réussi quand même à prendre le contrôle de leur corps, mais pas entièrement. Et ils se battent un petit peu contre cette corruption tout au long. Et petit à petit, d'ailleurs, Kai et Valmar, ils ont réussi à un petit peu ramener Varus vers la raison. C'est ce qu'on apprend dans Legends of Runeterra et aussi dans les nouvelles voicelines de Varus, où on l'entend carrément qu'il discute avec Kai et Valmar. Dans les nouvelles voicelines qui sont sorties il n'y a pas si longtemps, il discute avec les 2 personnes qui sont contenues à l'intérieur de lui et il se remet un petit peu en question parce que il se dit qu'ils ont peut-être raison après tout. Voilà. J'ai pas compris la malédiction d'Amumu. Ah, c'est normal. Il me fait trop de la peine. Ouais, c'est normal de pas trop comprendre pourquoi Amumu il a été maudit, parce que dans le lore c'est très clairement dit qu'on ne sait pas pourquoi il a été maudit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est, on ne sait pas de quelle époque il vient, enfin, on sait qu'il a au moins plusieurs millénaires, mais on ne sait pas grand chose à propos de lui, il n'y a pas d'histoire secondaire à propos de lui, il y a une superbe cinématique avec une merveilleuse chanson, Mumu cinématique, j'adore cette musique, The Curse of the Sad Mummy, elle est trop bien. Je vous la mets parce que elle est juste sublime. J'adore. Elle est trop bien. Mais donc du coup on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est. Il y en a qui disent que c'est un Yordle. Quand il est sur la map Aram, le vendeur dit un Yordle, sa phrase des Yordle, mais ce n'est pas un Yordle en soi. Il est juste codé dans le jeu en tant que Yordle. On ne sait pas ce qu'il est. Si c'est un prince ou un empereur de l'ancien empire churimien ou pas. Et on ne sait pas comment il a été maudit, en fait il n'y a que des hypothèses. C'est clairement dit dans le lore qu'il n'y a que des hypothèses sur qu'est-ce que c'est sa malédiction et pourquoi il a été maudit. Mais elle est trop belle cette musique. Est-ce que Singed c'est le boss des barons de la chimie? Non, c'est un alchimiste et c'est un savant fou. C'est tout. Il travaille parfois pour les barons de la chimie, mais tout ce qu'il veut, lui, c'est faire des recherches. Il est pas là pour la thune. Les barons de la chimie, c'est vraiment c'est les cartels, quoi. C'est la mafia. On peut comparer ça à la mafia. Singed, il est pas du tout intéressé par ça. C'est juste un scientifique qui a pas d'âme et qui a absolument aucune pitié et qui n'a aucune empathie. Et il veut juste découvrir le plus de choses possible de la manière la plus abominable possible. Voilà. Nasus et Renekton n'ont jamais participé à la guerre contre le néant du coup. C'est pas explicitement dit s'ils ont fait partie de la guerre contre le néant ou pas. Mais dans tous les cas, même s'ils ont participé à la guerre contre le néant, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils ne sont pas devenus Darkin. Ils ont pu participer à la guerre contre le néant. Normalement, il y a à peu près tous les transfigurés qui ont participé. Mais c'est pas sûr. Nasus, c'était un érudit, c'était un stratège. Il se battait pas vraiment. Renekton, il y a de bonnes chances qu'il soit parti sur le front pour se battre contre les Néantins. Mais c'est pas dit. On ne sait pas. Est-ce que l'apostrophe présent dans certains noms de champions de Shurima a une signification particulière? J'ai déjà parlé de l'apostrophe dans les noms des Néantins. Dans tous les Néantins, il y a une apostrophe. Vel'Koz, Kha'Zix, Cho'Gath, Bel'Veth, Kai'Sa. Et Kai'Sa, justement, ce n'est pas un Néantin. À la base, son nom, ça s'écrivait sans l'apostrophe, c'était Kai'Sa. Et pareil pour Bel'Veth. Bel'Veth, c'était la ville de Bel'Veth. Et quand c'est devenu
un être du néant, c'est devenu Bel apostrophe Vet. Parce que c'était considéré quelque chose du néant. Et en fait, dans l'ancien shurimien, l'apostrophe a une signification particulière dans la littérature de l'ancien shurimien. Il n'y a pas vraiment de langue. Riot, ils ne sont pas allés jusqu'à ce point-là d'inventer un langage de l'ancien shurimien. Mais en tout cas, dans l'ancien shurimien, cette apostrophe a une signification. Et elle a une signification notamment pour le néant. C'est pas le cas pour Xanté. Hein. Xanté, c'est pas un néantin. Ça, c'est une autre signification. Mais du coup, Kai'Sa, après qu'elle ait fusionné avec son symbiote, elle est revenue, elle était couverte de ce symbiote. Les gens pensaient que c'était un néantin, que c'était une créature du néant. Et donc du coup, ils ont commencé à l'appeler Kai'Sa, avec l'apostrophe. C'est pour ça qu'elle a une apostrophe dans son nom. Mais à la base, quand c'était une gamine, son prénom c'était K-A-I-S-A, écrit sans l'apostrophe. Mais est-ce qu'il y a d'autres champions de Shurima qui ont des apostrophes? Il n'y en a pas que je sache. Shurima, il y a juste Xanté. Et Xanté, en fait, l'apostrophe dans son nom, ça vient en fait de... Ça vient de... comme Mbappé. Mbappé. C'est les origines africaines, en fait. Ça n'a pas de lien avec le néant et ça n'a pas de lien avec Shurima. C'était pour une référence aux noms africains qui ont des apostrophes dedans. C'était une question de culture, de culture de notre monde à nous, pas culture du monde de Runeterra. D'où Viego a eu ses pouvoirs? En fait, Viego, quand il est né, il était déjà mage. C'était un mage. C'était très rare d'ailleurs à Kamavor, mais c'était un mage. Il avait des pouvoirs télékinétiques, il avait la capacité de repousser les gens. Ce qui faisait de lui un prince très très effrayant, parce que déjà que quand il faisait ses crises de nerfs en étant petit, les gens ils avaient envie, c'était le prince, alors du coup il lui donnait tout ce qu'il voulait, il l'avait directement, et dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il faisait une crise de nerfs, et ces crises de nerfs étaient d'autant plus effrayants qu'il avait des pouvoirs et qu'il pouvait balancer les servants à travers la pièce s'il faisait pas exactement ce qu'il voulait. Et après, les pouvoirs secondaires sont venus avec sa lame du roi, donc sainteté, le nom de la lame. Sanctity en anglais, sainteté en français. Et qui s'appelait aussi la lame du roi. C'était une espèce d'excalibur qui se lie à l'âme de la personne du nouveau régnant du royaume de Kamavor. Il y a tout un rituel, il y a toute une cérémonie autour d'un rituel pour lier la lame du roi au nouveau roi de Kamavor. Et si l'épée ne veut pas de ce nouveau roi, la personne meurt. Et c'est déjà arrivé que l'héritier au trône ne soit pas accepté par l'épée et meurt. Et donc du coup, c'était le prochain héritier qui prenait sa place. Et Viego a été accepté. Et la lame en soi, elle a des pouvoirs. Elle coupe le lien entre le corps et l'âme des gens. Donc il suffit de se faire blesser par la lame de Viego pour en fait dépérir et on tombe en poussière direct. Juste une égratignure, ça suffit. Et après, donc troisième instance de ses pouvoirs, c'est quand il est revenu d'entre les morts sur les îles obscures et qu'il a eu le contrôle de la ruine et de la brume noire. Et il peut contrôler la brume noire et il peut se téléporter à travers et se désagréger et se téléporter et tout ça. Voilà. Qui est mon Darkin préféré? Balkux. Dans le jeu, je dirais Atrox. Atrox, il a trop de gueule, il est trop cool. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où j'ai fait la voix d'Atrox. Mais sinon, j'aime bien Balkux, même s'il n'est pas encore canon. Je vous le montre. Il a une bonne gueule. Voilà, Balkux qui fait la taille quasiment d'une montagne. Ça, c'est des sbires de Mihira, la manifestation de la justice. Et en fait, Balkux, c'est le bâton des Darkin qui a littéralement pris possession d'une forêt de Bandle. Les gens, ils ont cru qu'ils pouvaient cacher une arme Darkin à l'intérieur de Bandle.
Sauf que la magie de Bandle, elle est particulière et elle est vivante. Et en fait, le Darkin contenu à l'intérieur du bâton des Darkin a réussi à prendre possession de la vie, de la magie de cette forêt de Bandle, et à la posséder et à la corrompre et devenir une espèce d'arbre Darkin. Et je trouve ça très très classe. Même si c'est pas canon, je trouve ça très très classe. Au final, c'est lequel de perso qui a le moins de lore? C'est Shaco. Shaco qui a le moins de lore, clairement. Corki est pas trop mal. Il a genre 2 paragraphes. Mais après, il apparaît dans une cinématique aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a vraiment très 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 peu de lore? Laisse-moi réfléchir, je regarde. Les Néantins, Shogat et Kog'Maw. Shogat et Kog'Maw, ils ont quasiment pas de lore. Ils ont genre 1 paragraphe, c'est tout. D'où vient Kog? Il vient du néant. Il vient du néant, il est à Ikatia et il cherche à retrouver Malzar. Je sais pas pourquoi il le cherche, mais apparemment c'est sa quête. Du coup, pas tous les transfigurés sont devenus fous. Il y en a qui sont morts. Tous les transfigurés ne sont pas devenus des Darkin. Il y en a qui sont morts. Il y a Nasus et Renekton qui sont restés enfermés dans leur truc. Azir qui est revenu à la vie. Et après, honnêtement, je croise les doigts pour qu'il y en a qui se soient enfuis. Parce que ce serait trop cool qu'on puisse retrouver un transfiguré, mais qui n'a pas été genre, corrompu par le néant, devenu un Darkin, enfermé dans un truc, parti... que ce soit un vrai transfiguré, mais genre qu'il soit parti à l'est, sur le continent de Nila, et qu'il revienne parce que, par exemple, il y a les démons qui sont en train de refaire surface, et donc du coup, il a besoin de les affronter, quelque chose comme ça. Ce serait vraiment très très cool qu'il y ait encore un transfiguré. Mais sinon, globalement, tous les transfigurés sont soit morts, soit devenus des Darkin, et après morts. Mais sinon, dans le lore, à l'heure actuelle, dans le lore, il n'y a que Nasus, Renekton et Azir. Nasus, qui n'était pas un guerrier, Renekton qui a été poussé, qui est devenu fou à cause de Xerath, et Azir qui est lui globalement un transfiguré au bon sens du terme, sauf le fait qu'il a été ressuscité. Xerath non plus, mais Xerath c'est pas vraiment Xerath c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait les rayons de soleil du disque solaire que Xerath a absorbés, ils étaient destinés pour Azir et c'est lui qui les a absorbés et ça fait en fait, ça a explosé tout Shurima. Donc, ça n'a pas été une transformation complète en transfiguré. Il est devenu un être de magie pure, de magie, plus de magie, de magie arcane. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est, Xerath. C'est une chose unique. Lui-même, il s'appelle le vrai transfiguré, the real ascended. Parce qu'il trouve que sa forme à lui, c'est celle qui est au-dessus encore des transfigurés. Mais c'est un être à part en fait, Xerath. Je pourrais parler de la relation Akali-Kain si tant est qu'elle existe. Akali et Kain se sont rencontrés dans la bande dessinée Z. Que tu peux trouver là. Attends, je te montre exactement où tu peux la trouver. Donc tu vas sur le site Universe, tu vas dans bande dessinée. Et... Harmonie, destin contraire, Z. Voilà. Et ici, tu as la bande dessinée Z, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là-dedans, il y a Akali qui rencontre Z. Akali qui rencontre Kain, pardon. Elle le rencontre, je dis Z depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est Akali, elle rencontre Kain. Kain, elle se dit, putain, il est quand même vachement canon et tout, mais autre que ça, c'est juste qu'ils se croisent. Ils se croisent. Nila se fait-elle consumer par le démon primordial de la joie, genre comme Rast consume Kain? Non, Nila c'est elle qui contrôle les pouvoirs du démon parce qu'il est enfermé dans le... Je crois que ça s'appelle le 7e sous-sol ou un truc comme ça. Le 7e cercle. Je sais plus le nom, mais en gros le démon il est enfermé dans des sous-sols de sa ville natale. Et en fait elle arrive à puiser dedans grâce à sa boule magique qu'elle tient avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres dieux comme Volibear ou Ornn dans les autres régions de Runeterra? Il y a Nagakaburos aux îles Serpents. Nagakaburos, mais ça c'est un dieu primordial. C'est considéré que Nagakaburos c'est un dieu qui est au-dessus des dieux du Freljord. Et après il y a d'autres. Il y a Janna. Janna c'est une déesse de zone. Est-ce qu'il y a d'autres dieux? Techniquement, on peut considérer que l'esprit d'Ionia est une divinité, celle qui habite Karma.
C'est une divinité, c'est de l'esprit du territoire. Et après, il y a les divinités célestes, il y a les êtres célestes du mont Targon aussi. Je me posais une question sur les dieux du Freljord, je me demande s'ils sont aussi puissants partout dans le monde ou leur puissance reste uniquement dans le Freljord. Alors mon avis personnel, c'est que leur puissance est liée au territoire. Si Anivia elle partait se balader à Bilgewater, elle n'aurait pas la capacité d'invoquer des tempêtes. À mon avis. À part Fiddle et le démon de Nila, on connaît pas d'autres démons primordiaux. Non. Le seul truc qu'on a sur les démons, c'est un morceau de lore ésotérique. Voilà, ça c'est le seul truc qu'on a sur les démons. Donc on voit que là il y a les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 3 au centre, 7 autour. Il y a des espèces de dessins. Là il y a un œil. Et là, en fait tout ça c'est des hypothèses. Les Akana. Akana c'est les gros démons. Et après il y a Fear juste là, donc ça c'est Fiddlesticks. Là il y a une clé, c'est la clé qui était autrefois autour du cou de Fiddlesticks, que maintenant c'est Zoé qui l'a. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur les démons à part ça. On va s'arrêter là, ça fait 22h22, parfait pour s'arrêter là-dessus. Je réponds juste à celle que je vois. Est-ce que c'est vrai que Vladimir avait la possibilité de sauver Isolde avec sa magie? Non, il n'avait pas la possibilité de le faire. Il avait la capacité. Il aurait potentiellement eu la capacité de le faire. Oui, non, il y a un rayoteur qui a dit sur Twitter que techniquement, Vladimir aurait pu sauver Isolde si seulement Viego avait répondu aux lettres que Vladimir tous les ans, il a envoyé une lettre à son neveu, son arrière petit neveu. Sauf que cette fois-là, Viego, il n'a pas répondu. Et s'il avait répondu en expliquant la situation, c'est tout à fait possible que Vladimir, il aurait pu sauver Isolde. Et il l'a pas fait. Il a fait un... En fait, Viego, il a lâché un bon gros vu à Vladimir. Et donc, du coup, Vladimir, il n'a pas pu aider Isolde. Mais il aurait pu la sauver avec sa magie. Sa magie, elle était... elle est largement suffisante. En fait, c'est un poison qui était méconnu, en fait. C'était une magie obscure. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'était, la magie qui a tué Isolde, et simplement il n'avait pas de remède. Il y en avait des remèdes, mais il les connaissait pas. Vladimir, étant donné qu'il avait déjà 2000 ans, il avait certainement un remède pour pouvoir la sauver, et il aurait pu la sauver, sauf que Diego, il a lâché un vu à la place de répondre. Tant pis pour toi. Voilà. Quel personnage t'aimerais bien incarner dans le lore? Je vais m'arrêter sur cette question-là. Toutes les prochaines questions, je vais les garder pour la prochaine fois, et comme ça, je vais pouvoir jouer un peu. Je vais regarder là-dedans. Quel champion j'aimerais bien incarner dans le lore? J'aime bien Ezreal. Mais je me donnerais un petit peu plus de pouvoir que ça, je pense. Ornn. Oh, Ornn. Tellement Ornn. Ornn, c'est mon spirit animal, comme on dit. Laissez-moi tranquille, je travaille. Ping, ping, ping. Ah, une pelle. Ouais, non, j'aimerais bien incarner Ornn. Et les gens, ils viendraient me voir et ils me diraient: oh, tu peux m'aider à faire ça? Quand j'aurai le temps. Voilà. Ah, j'aimerais tellement faire des VF. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement, ça partira tout ça sur YouTube. Merci d'avoir posé vos questions. Il y en a qui des questions toujours aussi intéressantes. J'espère que ça vous a plu, les réponses que je vous ai données. Et je vais essayer de faire ça à peu près une fois par semaine. On va avoir un petit foire aux questions du lore. Je sais pas si je vais faire une fois par semaine. Déjà pendant l'été, ça va pas être possible parce qu'il y a des vacances au milieu, je vais bouger. Peut-être une fois par mois, peut-être une fois par semaine. Mais on va faire ça une fois de temps en temps. Voilà. Partira sur YouTube, donc coucou YouTube. Si le chat a envie de dire coucou YouTube, c'est maintenant ou jamais. Faites des bisous à YouTube et à la prochaine. Ciao ciao.